Qu'est-ce qu'on peut dire de son propre travail? Alors la difficulté, c'est qu'il faut en même temps en être l'auteur et le spectateur. En être l'auteur, et donc vous allez parler en plasticien. Vous allez mettre des mots qui sont spécifiques sur des opérations que vous avez effectuées. Donc vous êtes le mieux placé pour parler des différentes étapes. Il faut raconter les procédés. Mais attention, c'est pas raconter pour raconter, c'est raconter pour faire apparaître les processus. Vous êtes là pour parler de l'acte de création, pas seulement de l'objet fini. Plus précisément, il s'agit de parler de la démarche, c'est-à-dire cet ensemble de choses qui font qu'une œuvre existe. Au passage, une petite parenthèse, on ne dit pas mon œuvre. Non. En revanche, ce qui est vrai, c'est que votre travail, il va avoir une dimension artistique. Et donc vous êtes tout à fait capable de qualifier la démarche. Donc, pour reprendre, être l'auteur, parler en plasticien, mettre des mots spécifiques et du coup faire apparaître la démarche. Mais il y a aussi l'idée de parler en spectateur. Vous êtes l'auteur, mais vous devez faire cet exercice mental et impossible de se séparer de soi-même. Donc, vous devez regarder votre travail comme si c'était l'œuvre d'art de quelqu'un d'autre. Il faut le décrire, mais pas seulement décrire pour décrire. Décrire pour faire apparaître des choses. L'interlocuteur doit voir votre travail mieux une fois que vous lui en avez parlé, pour en faire se dégager le sens. C'est à partir de ce qu'on perçoit, à partir de ce qu'on met en lumière, qu'on arrive à comprendre le travail. Et pour parler d'une œuvre dans sa dimension sensible, on parle de ce qu'on perçoit. Et donc, on parle forcément de la manière dont on approche l'œuvre dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace et le temps. Et c'est là qu'on touche à un point du programme qui est central, qui est la question de la présentation. La question qu'on doit poser, entre autres, c'est quels sont les paramètres dans l'espace que mon travail propose pour y avoir accès. Comment le spectateur peut le comprendre, le voir, comment est-ce qu'il se présente au spectateur. La manière dont elle est présentée est très souvent déterminante dans la compréhension du sens d'une œuvre. C'est pour ça que vous devez en être l'auteur, mais aussi un petit peu le spectateur. D'où la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le début, ce que j'avais prévu, au moment où j'étais juste le plasticien, et la fin, le résultat, le moment où j'observe le fruit de mon travail, où je deviens mon propre spectateur. Quels écarts il y a eu entre ce que j'avais prévu de faire et ce qui est présenté? Quels obstacles j'ai rencontrés? Quels contournements j'ai dû adopter? Parce que sa présentation dans l'espace du sensible va lui donner du sens. Alors parler du sens de son travail, attention, il y a un petit danger. On n'interprète pas de façon littérale son travail, il faut faire attention à ça. Et surtout ne pas donner l'impression qu'un travail, et donc potentiellement une œuvre d'art, serait une espèce de rébus à décrypter. Il faut répondre à la question, qu'est-ce que ça dit? Parfois on ne sait pas ce qu'elle dit, l'œuvre. Parfois elle dit rien. Qu'est-ce qu'elle porte? Et même s'il ne porte pas une vision du monde, votre travail porte une tonalité. Ah, donc quand on ne sait vraiment pas, on peut remplacer par qu'est-ce que ça produit, on prend moins de risques. Qu'est-ce que ça produit comme impression, comme effet, comme sentiment, comme sensation. Si vraiment on ne sait pas, on n'arrive pas à répondre à ces questions-là, on peut embrayer sur les références. Parce que parfois, simplement mettre en écho avec des références, ça va produire du sens. Quand on ne sait vraiment pas et qu'en plus on n'a pas de référence, on est un petit peu dans la crotte. Mais de toute façon, il y a une chose dont vous pouvez parler, c'est l'écart entre ce que vous aviez prévu et le résultat. Parce que parler de cet écart, c'est un bon moyen pour approcher la démarche. Tout simplement parce que ça permet de redire quelles étaient les intentions de départ. Or, une intention, c'est peut-être la première définition de ce que c'est qu'une démarche artistique. Et attention, entre mon intention de départ et le point d'arrivée, il y a parfois un chemin semé d'embûches. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde entre penser une chose et la faire. Et oui. Et tout l'art de votre prestation sera dans ce déplacement de ce que je pense à ce que je fais, donc ce déplacement de mon intention première jusqu'au résultat final, qui ne peut jamais faire l'économie de la question de la présentation. Alors, il y a aussi quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est pourquoi et comment. Ça marche toujours. Alors les références, quand il n'y en a pas, c'est pas grave, elles arriveront forcément à un moment ou à un autre. Il faut simplement que vous soyez très attentif quand vous allez au musée, quand on regarde des choses ensemble ou pas ensemble. Il faut noter. Donc c'est toujours mieux si ces références sont intégrées dans votre discours plutôt qu'amenées à la fin comme une espèce de décoration sur le gâteau. Certaines références sont vraiment évidentes, même incontournables. Mais souvent, et c'est plutôt une bonne chose, on a l'impression d'avoir créé quelque chose d'unique. Et on ne voit pas du tout quel lien on peut établir. Erreur oui et non, votre travail est bien unique parce que vous lui avez donné une dimension artistique, et ça c'est ce qu'il faut, mais il n'est pas sorti de rien.
Il est de son époque, il est baigné dans une actualité artistique, il est imprégné de vos lectures, de vos sorties, de vos apprentissages, de vos rencontres. Du coup, il faut tout convoquer. Alors la référence peut sembler lointaine sur le plan formel. Visuellement, une œuvre peut ne pas du tout ressembler à votre travail, mais pourtant fonctionner comme une référence. C'est votre argumentaire, c'est votre manière de l'amener qui va montrer en quoi elle vous parle et en quoi elle fait écho à votre travail. Le lien peut se trouver dans quelque chose qui n'est pas du tout visible de l'extérieur, plutôt dans le processus et pas du tout dans l'aspect visuel. Et puis dans cette épreuve orale, vous avez 3 incontournables qui sont les 3 œuvres de référence du programme que vous devez connaître. Attention, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances encyclopédiques, il s'agit d'avoir observé ces œuvres de manière sensible, c'est-à-dire de les avoir comprises avec toutes ses capacités perceptives et surtout avoir bien compris la dimension de présentation qu'il y a dans ces œuvres. Alors comment on prépare cette intervention à l'oral ? Moi, je préconise de faire une liste de mots-clés plutôt que d'avoir un texte tout écrit. Il faut s'entraîner chez soi à formuler des phrases qui contiennent ces mots. Et il faut aussi faire la petite liste de références incontournables. Tout ce que vous écrivez ne sera pas exhaustif. Ça veut dire que votre oral va réserver des surprises. Et dites-vous que vous devez avoir autour de vous des petites musettes pour aller piocher vos connaissances, vos réflexions, etc. Donc, il ne faut pas improviser, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus trop rédiger à l'avance. Je vous déconseille tout à fait formellement d'avoir un papier entre les mains le jour du bac. C'est très mal reçu et surtout c'est assez contre-performant. Il n'y a pas d'ordre obligatoire à votre oral, vous pouvez parler dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs choisir l'entrée que vous voulez, vous pouvez commencer même par parler des références, c'est pas du tout obligé de venir à la fin. Ce qu'il faut, c'est que vous parliez de votre travail avec de la simplicité et de l'ambition. Il faut être modeste, mais il faut aussi une vraie dimension artistique, et c'est cet équilibre-là, ce savant équilibre-là qu'il va falloir que vous trouviez. C'est pour ça que vous avez besoin d'entraînement.